Alors, vous avez le chat, on va pouvoir interagir. Il n'y a pas de micro, mais vous avez un chat sur la droite, normalement. Super. Alors, pour faire venir peut-être en général, les gens se connectent plutôt pile poil à l'heure ou avec quelques minutes de retard. D'où est-ce que vous nous appelez? Nous, on est de Aix, Normandie. D'où est-ce que vous vous connectez? Parfois, on a un peu d'étrangers. J'ai même eu le Canada une fois. De Bandol. Bonjour Simon, Stéphanie, bonjour William, bonjour Richard, bonjour Raphaëla, bonjour Pierre, bonjour Pascal, bonjour Natacha, Caïs, Julien, Gérald, Elodie, bonjour Bernard, Anne, Ahmed. Alors, région parisienne, les Yvelines, Natacha, la Bretagne, alors nord ou sud? Noisy-le-Sec. Le Maroc, bonjour Ahmed. Rhône-Alpes. Clermont. Bonjour Charlotte. Saint-Brieuc. Super. Bon, il est 9h02. Robert, je pense qu'on pourra démarrer. Oui. Il y a déjà une trentaine de personnes. Bon, pour dire bonjour à tout le monde, avant tout. Hein, ouais. Enchanté d'être avec vous aujourd'hui. Donc, Robert Weiss. Et bon, peut-être que j'initie une présentation de nous. Vas-y. Voilà, bon, je suis ancien prof d'université. J'ai fait ma carrière à l'IAE d'Aix-en-Provence, qui en fait, et je reste très lié à l'IAE, affectivement, et puis ici, institutionnellement. Voilà, j'étais prof de communication, leadership, changement. Et voilà, en tant que consultant, je pratique beaucoup soit la cohésion et l'efficacité d'équipe, soit le pilotage de politique de changement. Merci Robert. Antonin? Peut-être Philippe, tu peux te présenter comme ça, après moi je prends la suite. Donc Philippe Bourgeois, moi je suis consultant et coach et mon métier c'est d'accompagner les changements, de bâtir des plans de transformation, amener toute la méthode et le savoir-être pour que les changements se passent correctement dans des entreprises à peu près de tous les secteurs et avec une dominante sur les PME et les ETI. Et donc Antonin Ricard, je suis le directeur de l'IAE Aix-Marseille depuis 2021 et donc ma spécialité c'est l'entrepreneuriat et comment est-ce qu'on développe les compétences des futurs des participants via l'entrepreneuriat. Sans trop rentrer dans le détail. Peut-être Philippe, tu peux tourner la slide. Et donc comme Robert l'a expliqué, c'est un ancien enseignant-chercheur de l'IAE, ancien directeur, qui a impulsé un nombre important de changements et vraiment stratégiques pour l'institution. Et donc quand il est venu me voir avec ce projet de consortium pour mieux accompagner en fait les managers dans les entreprises ou les futurs managers sur de la gestion du changement, j'ai vraiment été enchanté. D'une part, effectivement, par rapport au lien affectif qu'il y a à l'IAE, et puis également parce que on est à l'IAE dans une réflexion autour de comment travailler mieux, comment faire en sorte que les organisations tournent mieux. Et donc, ce que Robert a proposé, c'était de travailler avec un autre cabinet expert
cette fois-ci plutôt sur les questions de méthode, de savoir-faire en conduite du changement. Et avec une école d'ingénieurs dont on était déjà partenaire, qui est l'école centrale Méditerranée maintenant, et avec laquelle on a des projets communs, notamment autour des enjeux de développement durable. Donc le projet a vraiment suscité un très vif intérêt. Et une des forces de ce projet-là, c'est que on allie une école d'ingénieurs qui est vraiment une belle réputation et qui est dans une logique de croissance, mais qui se pose, je pense, les bonnes questions pour les profils techniques qui parfois ont des connaissances très très pointues, très très précises et scientifiques, mais qui ont un peu moins d'expérience sur les aspects managériaux. Et donc qui ont besoin d'outils sur comment mieux gérer des projets en entreprise. Et puis donc nous, l'IAE Aix-Marseille, donc première école publique de management en France, qui a été pionnier sur un nombre impressionnant de projets. Je vais pas les détailler ici, c'est pas l'idée. Et donc l'alliance en fait et la complémentarité de ces deux écoles dans ce projet-là a vraiment du sens parce que elle permet à la fois de voir ce que sont les problématiques techniques et puis à la fois de voir également comment est-ce que les managers peuvent accompagner au développement des différents projets. Donc l'autre élément qui est fondamental et extrêmement important dans ce projet-là, c'est l'alliance de deux cabinets de conseil qui ont une réputation qui n'est plus à démontrer sur ces projets-là. Alors, comme Profiles Institute, c'est un peu comme une spin-off de l'IAE. Si on devait développer ou nommer cette entreprise, aujourd'hui, on appellerait ça une spin-off. Et donc, c'est une entreprise qui est issue de travaux de recherche qui ont été portés par donc le professeur Robert Weiss et développés à une échelle alors très fortement locale et puis également internationale. Il y a des consultants un peu partout dans le monde qui aujourd'hui utilisent ces outils-là qui sont issus de la recherche. Donc le cabinet Olsen qui développe également ses propres outils, qui les met en œuvre au sein des équipes qu'ils accompagnent. Et je dirais s'il y a un point commun entre ces deux cabinets, c'est vraiment cette volonté-là de créer des outils et de les implémenter auprès de leurs participants. Et peut-être dernier point, l'alliance en fait comme Profiles Olsen, c'est l'alliance d'un cabinet qui est spécialisé sur les questions de savoir-être et d'un cabinet qui est spécialisé plutôt sur tout ce qui est méthode de savoir-faire et mise en œuvre de la conduite du changement. Alors, un élément de vision également, parce que ça fait longtemps en fait qu'on travaille avec Robert sur les transformations et ça fait longtemps qu'on voit des difficultés, des grosses difficultés. Donc, on a créé une association qui s'appelle donc Association for Ethical Transformations pour essayer de poser un petit peu les piliers de comment réussir une transformation. Donc, on a posé cinq piliers qui sont ceux que vous découvrez là. L'objet n'est pas de vous présenter dans les détails cette association, mais de vous dire qu'il y a un fond derrière, qu'il y a une vision, une vraie volonté de créer les conditions dans les organisations que les transformations se passent correctement, à la fois pour le fonctionnement de l'entreprise, les éléments financiers, mais aussi beaucoup aussi pour les équipes. Voilà, donc tout ce qui est déterminé dans ce programme tend vers ces cinq piliers. Si vous voulez en savoir plus, il y a un mini-site sur l'association. Alors, ce matin, en fait, on va aborder 3 sujets. On ne l'a pas introduit, la thématique de la mobilisation, parce que quand on parle de transformation, la première étape, c'est de mobiliser. S'il n'y a pas de mobilisation, il ne peut pas y avoir de changement réussi. Donc, on va commencer par vous parler un petit peu des leviers de l'engagement, parce qu'il y a des éléments bien spécifiques pour générer l'engagement. Ensuite, on verra de manière assez synthétique quelles sont les grandes étapes pour mobiliser des équipes. Et puis, parce que finalement, rien de mieux que le terrain pour parler de mobilisation, on vous parlera de 2 cas concrets qu'on a rencontrés avec Robert.
et qui soit un moyen pour vous de comprendre un petit peu qu'est-ce qui est important pour mobiliser les équipes dans le changement. Et auparavant, avant de démarrer, une question, et on vous propose de répondre dans le chat, c'est comment est-ce que vous procédez actuellement pour mobiliser et qu'est-ce que vous rencontrez comme difficulté? A priori, si vous êtes avec nous ce matin, c'est que vous l'avez vécu et que vous avez rencontré des difficultés. Alors, partagez-nous un petit peu la manière dont vous fonctionnez et puis les difficultés que vous rencontrez. Alors, donner du sens, ok, donner du sens, c'est effectivement un besoin humain. Il est difficile de générer de l'engagement quand il y a un manque de sens. Co-construire avec les équipes est essentiel, la co-construction. Le top-down, il trouve ses limites. Il a fonctionné pendant très très longtemps, mais effectivement, faire participer est un élément essentiel. Soigner la communication, effectivement, et on va dire même soigner la communication au début, mais également, et on en parlera un petit peu plus loin, avoir de la communication tout au long du projet. Définir une vision des missions et accompagner, essentiel, tout à fait d'accord. On va parler tout à l'heure de ce qu'on appelle l'histoire du changement. Et effectivement, c'est important d'avoir un cap qui soit clairement défini et puis qui soit compris par tous. De la procrastination à gérer, effectivement, la procrastination, quand les rôles ne sont pas clairement définis, que le cap n'est pas suffisamment clair, il peut y avoir beaucoup de procrastination. Aligner l'équipe sur une vision commune qui fait sens pour tous, ce qu'on vient d'évoquer, effectivement. Donner une vision, difficulté, engagement réel et assumé de la direction générale actionnaire. Très intéressant ce point. Effectivement, il est essentiel qu'il y ait un engagement très fort de la direction générale. Première cause d'échec des projets, c'est le déficit de sponsorship. Donc, effectivement, les exécutives sont essentielles pour réussir. Fixer des objectifs clairs et partagés, valoriser les progrès, partager la vision régulièrement et l'incarner, effectivement. L'effet modélisant est essentiel. Oui, quand il y a des intérimaires, des externes, c'est effectivement plus difficile de réussir les changements, en tout cas quand c'est une question de proportion après. Le RAM-DAM des syndicats, quel que soit le projet. Ouais, alors effectivement, il y a des environnements parfois où les syndicats peuvent être un petit peu compliqués. Et donc là, ça rejoint le sujet de l'implication des syndicats, mais effectivement, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Avancer par petits pas et en valorisant les talents des contributeurs, effectivement, c'est une excellente pratique. Prendre en compte l'humain, essentiel, donc dans une approche plutôt, on appelle le bottom-up. La courbe du changement, très intéressante, effectivement. Il y a une courbe du changement, quel que soit le changement, et c'est essentiel de prendre en compte cette dimension humaine. On va en parler un petit peu juste après avec Robert. Débloquer une situation de communication glacée. Effectivement, la manière de communiquer est essentielle, on va en parler. Passer après des échecs de mobilisation, effectivement, l'historique passé est à prendre en compte dans un changement. Et quand il y a du passif, si on peut le dire comme ça, c'est beaucoup plus compliqué de redémarrer sur un changement du même type. Prise de conscience au regard des objectifs de l'entreprise, proactive de la communication, donner du temps pour s'assurer de la compréhension. En effet, résistance interne, effectivement, le mot résistance est important parce que quelle que soit la typologie du changement, il y a de la résistance. Ok, alors il y a encore beaucoup de commentaires. Vous voulez réagir, Robert ou Antonin, à ce qu'on vient de voir là? Non, je pense que ça va rejoindre des choses qu'on va commenter donc un peu plus tard, ou même tout de suite, bien dans les éléments qui peuvent permettre aux gens de s'engager dans le changement. Donc, je pense que c'est pratiquement un sondage qui est très représentatif de l'état d'esprit des gens qui collaborent dans une entreprise au changement. Ouais.
Alors, les leviers de l'engagement, Robert. Alors, en fait, on sent bien, et dans les commentaires qui sont là, on le sent bien, en fait, le changement, c'est avant tout une dimension humaine des systèmes que composent les entreprises. Donc, la question majeure, c'est est-ce que les gens vont vouloir embarquer, je veux dire, dans les vaisseaux qui mènent les projets de changement ou non. Et moi, j'ai fait à une époque pendant 2-3 ans. En fait, c'était une époque de ma vie où je répondais aux demandes un peu internationales je veux dire, qu'on me proposait. Et j'ai enseigné le management du changement un peu sur tous les continents, je pense sur les 5 continents. Et en fait, j'ouvrais toujours mon séminaire par une petite enquête qui durait 3 minutes. Je donnais 3 minutes aux gens et je posais 2 questions aux gens. En fait, donc, qu'est-ce qui ferait que vous résisteriez à un changement et qu'est-ce qui ferait que vous vous engagiez dans un changement? J'ai eu environ 2800 réponses que j'ai triées, comme une recherche flash, quoi, en quelque sorte. Et je vais vous donner les éléments parce que, en fait, ce qui est remarquable dans les résultats de cette recherche rapide, c'était le fait que, quel que soit l'endroit où j'ai été, et je pourrais comparer une, une entreprise française ou américaine avec une entreprise d'État chinoise, parce que j'ai été vraiment dans des environnements très divers, en fait, les réponses étaient toujours les mêmes. Alors, les réponses, on traitera des résistances. Je pense qu'on a une conférence en début janvier là-dessus, sur les résistances, mais les leviers de l'engagement, qu'est-ce qui fait que les gens s'engagent? Et vous allez voir qu'on revient à des éléments que vous avez soulignés vous-même dans le chat juste à l'instant. Le premier point, c'est donner du sens. Et pourquoi on change? Et pourquoi on change et pourquoi, en fait, et où est-ce qu'on doit aller? Donc, le pourquoi est décisif et vers où on va est complètement décisif pour que les gens aient envie de s'engager. Si le besoin n'est pas démontré du changement et si le but n'est pas clair, à ce moment-là, les gens vont rester dans un statu quo sceptique, en quelque sorte. Hein, ça, c'est le premier point. Et donc, vous l'avez bien en tête vous-même. Si on continue, bon, en fait, les gens veulent aussi avoir confiance dans le fait qu'il y a les moyens pour justement mettre en œuvre la stratégie. Est-ce qu'il y a un plan qui tient la route? Est-ce qu'il y a des moyens humains, financiers qui permettent de faire ce qu'on promet? Est-ce que c'est crédible d'une certaine manière? Donc ça, c'est un deuxième facteur. Et vous voyez bien que combien ça dépend du haut management, combien ça dépend du sponsorship, et l'engagement des collaborateurs dépend de l'engagement, en fait, de la légitimité, de la crédibilité du projet de changement. Et ça vient en grande partie du haut management et puis ensuite du déploiement. Alors, un autre élément qui est très, très, très important, c'est le fait que les gens disent, mais en fait, tout dépend si j'ai une participation et si j'ai un rôle. Et on s'aperçoit que les gens vont adhérer à un changement et ensuite s'approprier un changement s'ils ont une place dans le changement et dans les projets. Mais une place, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une participation à l'action. Si effectivement on conçoit tout nickel chrome et qu'on dit aux gens faites ça, en fait on aura plutôt de la résistance que de l'adhésion. Si par contre on les associe, ça peut être à la conception, et puis ensuite à la mise en œuvre, à la conception et à la mise en œuvre concrète dans les différents départements d'une entreprise, etc., et que les gens sentent qu'ils ont un rôle, qu'ils apportent une valeur ajoutée, qu'ils peuvent s'exprimer, ils peuvent être écoutés, ils peuvent avoir une influence sur ce qui se passe, à ce moment-là, l'adhésion et l'appropriation du projet de changement est beaucoup plus facile. Alors, un autre élément, et qui en fait est le premier en nombre, hein, dans tout ce que j'ai dépouillé, sur les 2800 réponses que j'ai dépouillées, en fait, c'est qu'est-ce qui se passe pour moi? Ou pour moi et mon équipe. Et quelquefois, pour moi, mon équipe et l'organisation. Mais en fait, pour moi et mon équipe, c'était
c'était une réponse qui apparaissait tout le temps. C'est-à-dire que le changement éveille des émotions, et les émotions premières, vous savez bien, en face d'un changement, surtout s'il n'est pas bien expliqué ou qu'il n'est pas complètement crédible ou quoi que ce soit, le changement occasionne des peurs et des colères. Et la peur, c'est se dire la peur du futur. Je sais ce que j'ai à l'heure actuelle, mais qu'est-ce qui va advenir de moi dans le New Deal, quoi, hein, dans la future organisation. Et donc, est-ce qu'il y a un bénéfice pour moi ou est-ce que je vais perdre? Il y a toute une transition qui est personnelle, psychologique, émotionnelle, qui s'opère dans un contexte en changement, et il faut prévoir ça pour justement faire en sorte que les gens, ce ne soit pas, la peur se transforme pas en anxiété et puis en passivité, que la colère ne se transforme pas en résistance, mais au contraire que les gens soient rassurés parce qu'ils sentent qu'ils comptent pour la haute direction de l'entreprise et qu'on ne les oublie pas. Alors, un dernier point, peut-être que vous allez être étonné, mais qui est toujours sorti. Et en fait, Philippe vous a parlé de l'association qu'on a lancée sur l'éthique des transformations et des transformations éthiques. En fait, le dernier point, c'est le point de la confiance, mais c'est le point de la confiance dans les intentions et les valeurs des responsables du changement. C'est-à-dire, est-ce que les gens qui sont à la tête des projets, est-ce qu'ils le font pour de bonnes raisons ou pas? Est-ce qu'ils le font pour le bien de ce en quoi je crois et de ceux, c'est-à-dire CE et CEUX, des gens en qui je crois, ou non. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important, c'est-à-dire qu'on a toujours le problème pour les gens qui sont à la tête d'une organisation d'être exemplaires par rapport à un projet de changement et de faire ce qu'ils disent. Et que ce qu'ils disent et ce qu'ils demandent aux autres, ils l'appliquent à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont une cohérence interne par rapport à ça. S'ils n'ont pas de cohérence interne, à ce moment-là, la confiance laisse la place à la méfiance par rapport aux intentions ouvertes ou cachées des gens qui promeuvent le changement. Donc voilà les éléments qui apparaissent. Et en fait, vous voyez la parenté entre le petit sondage qu'on a fait auprès de vous et puis les éléments qui sortent de cette recherche. Et encore une fois, je souligne le point, c'est que ce soit en terre asiatique, en Australie, aux États-Unis, en Europe, en Amérique du Sud, parce que en fait, à cette époque-là, j'avais le privilège de voyager comme ça et de faire des séminaires sur le changement, sur la conduite du changement. C'était exactement les mêmes points qui sortaient invariablement. Donc voilà, on peut se dire que c'est une petite base, quoi, en quelque sorte. Alors, si on doit synthétiser ça, on s'aperçoit que, en fait, les enjeux clés tournent autour de points qui sont remarquables. C'est-à-dire que les gens en face du changement vont ressentir des émotions. Et même si le changement est bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de peur. Parce qu'il faut changer entre l'état présent et l'état futur. On va gagner des choses, mais on va en perdre. Hein, hier soir, je discutais avec un responsable d'entreprise et ils font un déménagement. Et en fait, le déménagement, ils vont vers un lieu qui est beaucoup plus propice à l'activité qu'ils ont. Et ça n'empêche pas que les gens regrettent l'endroit qu'ils vont quitter, la proximité avec certaines personnes, etc., etc. Donc le ressenti, il est toujours présent. Et la transition humaine ne va pas au même rythme que le changement que les promoteurs du changement souhaitent mettre en œuvre. Il y a dans un sens, on est orienté vers le futur, c'est le changement. Dans la dimension humaine, on est orienté vers le passé et le présent en face d'un futur qu'on ne connaît pas encore. Donc l'aspect émotionnel, l'aspect stress, gestion du stress est super important. On sait, je répète pas ce que j'ai dit tout à l'heure, l'action, agir est primordial. C'est vraiment primordial parce que en fait, c'est dans l'action que les gens véritablement s'engagent, hein, et puis font les projets.
Et vous voyez que, en fait, on a mis penser en dernier parce qu'on voulait insister sur l'action et sur les émotions. Mais en fait, le premier point, c'est un point de vue analytique. Est-ce que le changement a du sens ou pas? Est-ce que le futur qu'on me promet, il est convaincant? Il est crédible ou pas? Est-ce que ça tient la route ou pas? Et donc, s'il y a tout un caractère d'analyse qui s'opère à tout moment pour les gens sont intelligents et ils utilisent leur intelligence. Et puis, ils font comme pour leur projet personnel. Ils se disent, est-ce que c'est jouable ou c'est pas jouable? Est-ce que j'ai tous les moyens pour le faire ou pas? Et donc, ces trois éléments, l'action, les émotions et puis l'analyse, on les retrouve invariablement. Alors, on va parler brièvement des trois grandes étapes pour mobiliser et vous allez voir qu'ils vont être en résonance à la fois avec ce que vous avez mentionné tout à l'heure et puis avec ce que vient d'évoquer Robert. Et puis, j'ai envie d'utiliser le terme d'expérience collaborateur, en fait. On va chercher à créer une expérience collaborateur qui soit positive et qui va permettre d'impacter positivement les trois niveaux qu'on vient de voir, qui sont donc l'action, puisqu'on cherche à les impliquer dans le changement, à installer ce changement, mais qui est proportionnel au ressenti et à la pensée qu'ils ont de ce même changement. Alors, la toute première chose qu'on va faire, c'est bâtir une histoire du changement. Et je voudrais insister dessus, et en résonance avec ce que vous avez écrit tout à l'heure, sur l'importance d'avoir une vision, l'importance d'avoir un cap clair, l'importance d'avoir un sens. Et moi, ce que j'observe, en fait, c'est que si à un moment donné, on ne se met pas autour d'une table avec les responsables du projet et un ou plusieurs dirigeants de l'organisation, eh ben, chacun va avoir sa manière de présenter le plan de transformation ou le changement. Et ça, c'est un problème. Parce que si les collaborateurs entendent des histoires qui sont différentes, voire parfois dissonantes, parce qu'on a chacun son expérience, sa compréhension des événements, eh ben, ça amène beaucoup, beaucoup de fragilité. Il y a un deuxième aspect qui est essentiel, au-delà d'avoir un langage commun, c'est qu'il y a une cohérence d'ensemble. Je pense que si je vous parle de silos, des petites lumières qui vont s'allumer avec des souvenirs passés de changements à droite, à gauche, mais quelle est la cohérence globale? Et ça, la cohérence globale est absolument essentielle. On a dit que le sens était fondamental et le sens, il est sur l'ensemble. C'est bien de comprendre pourquoi on a tel projet et quel est le bénéfice pour l'organisation, mais il faut que l'ensemble des projets ait une cohérence globale. Et donc, pour ça, eh ben, il y a besoin de bâtir une histoire du changement. Et cette histoire du changement, ça veut dire pourquoi on a besoin d'installer ces projets de changement, quel est le risque si on ne le fait pas, qu'est-ce qui ne change pas aussi, parce que c'est important de rassurer, comment ça va se passer, comment les personnes vont être impliquées, avec un aspect essentiel qui a été évoqué à la fin par Robert et identifié dans vos commentaires, c'est quels vont être les bénéfices pour les uns et pour les autres. Donc ça, on est vraiment sur une étape de préparation et l'histoire du changement est un élément fondamental pour réussir l'embarquement des équipes. Alors, ensuite, et là aussi, ça a été souligné par Robert et puis par vous, c'est la communication et la gestion des émotions. Moi, dans beaucoup d'organisations, quand on m'appelait, on me disait, bah oui, mais on a fait ça, on a communiqué, on a communiqué, on a communiqué. Et je dis, ouais, ok, très bien. Et alors, comment ils ont réagi? Ah ben, on ne sait pas. Et là est le problème, c'est que les émotions, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas et le changement amène des émotions, et souvent des émotions d'inquiétude, de peur et qui sont assez légitimes. Hein. L'être humain a besoin de stabilité. Donc, écouter, prendre le temps d'écouter ce que fait un changement. Et puis, je fais une différence entre que pensez-vous de ce changement et que vous fait ce changement. Et c'est très, très important d'écouter les inquiétudes, d'y répondre. Et c'est pour ça que la communication en amont avec la clarté d'une histoire du changement et la manière d'amener cette communication est essentielle et doit impérativement être conjuguée avec ce que ça fait aux équipes d'avoir
à mener ce changement. Alors, il y a différentes techniques pour le faire, notamment les ateliers Crainte Espoir. On ne va pas le développer ici. C'est justement l'objet de la certification qu'on a bâtie avec ce consortium. Mais je vous donne une vision synthétique. La troisième grande étape, c'est maintenir et suivre l'engagement. Je le souligne aussi parce que moi, ce que j'observe, c'est que les organisations ont beaucoup de projets de changement, hein, et je pense que c'est le cas dans vos entreprises. Il n'y a pas un projet, mais il y en a plusieurs. Et on pourrait dire qu'un projet chasse l'autre. Voilà. Donc, on se dit, tiens, ça y est, on a lancé ça, hop, vite, maintenant, on passe sur le suivant. La difficulté, c'est que il faut souvent quelques semaines, voire parfois quelques mois pour installer un changement. Et donc, pour ça, il faut suivre la manière dont ce changement s'installe. Est-ce que tout le monde est effectivement embarqué et pas 70 ou 80% ou encore pire, 40%? Et est-ce que la manière dont le changement est installé est effectivement ce qu'on voulait? Parce que s'il y a 4, 5 ou 10 standards sur un changement, eh bien, effectivement, on ne va pas avoir le retour sur investissement qu'on attendait et on n'a pas une efficacité collective qui est intéressante. Donc, 3 grandes étapes. L'histoire du changement, la communication en impliquant, en ayant une étape bien spécifique sur qu'est-ce que ça vous fait et la gestion des émotions. Et puis surtout, maintenir et suivre l'engagement jusqu'à ce qu'on considère que le changement est effectivement installé. Alors peut-être qu'on va prendre des exemples. Et alors, c'est dur de prendre des exemples parce qu'il faut les résumer, les simplifier pour que vous puissiez réagir. Mais on voudrait que vous réagissiez. Un premier exemple est le suivant. Je vous ai marqué, c'est une situation qu'on a rencontrée. Et voilà, c'est une grande entreprise. Et il y a un projet stratégique important de transformation des processus de production et d'organisation. Et en fait, l'entreprise se prépare très bien avec des équipes dédiées par rapport à ça, notamment une équipe de haut potentiel qui a consacré pratiquement 1 an de préparation à tout ça, sous la direction du directeur de l'organisation et de la transformation. Et puis tout ça arrive à une grand-messe, disons, où la haute direction de l'entreprise, menée par la haute direction de l'entreprise, avec les 300 premiers de managers de l'entreprise, et sur le sens du changement, sur le projet stratégique, etc., etc. L'événement est un succès, le haut management est très content de ce qui se passe. Et ça se passe au mois de juin. Et donc, c'est déjà une étape d'achèvement, en quelque sorte. Et la question qu'on voudrait vous poser maintenant, c'est qu'est-ce que vous suggérez de faire maintenant? On est là, on a un bon départ, une grosse préparation. Qu'est-ce que vous conseillez de faire maintenant? Et on voudrait avoir vos réactions rapidement. Vous savez qu'on n'a pas beaucoup de temps, hein, donc réagissez très vite, ce qui vous vient à l'esprit spontanément, et regardons un peu, commentons vos réactions. Alors, mettre en action, on va sans doute qu'il y a d'autres points qui vont rejoindre ça, on va y revenir. Expliquer ce projet aux équipes et chercher l'adhésion. Comment communiquer sur la douleur à venir en cas de non-réalisation. On a intérêt, et puis si on ne le fait pas, ça va pas bien se passer, ok? C'est arriver à du planning. Ensuite, qu'est-ce que vous pensez? Allez-y, prenez vos risques. Vous connaissez des choses dans le changement. Soit vous êtes consultant en changement et vous êtes là et vous vous intéressez à confronter vos idées avec les nôtres. Soit vous êtes des gens d'entreprise et vous avez connu du changement. Donc, je suis sûr que vous avez plein d'idées. Des feedbacks et des ateliers. Aller vers les collaborateurs, les salariés en dessous du haut management et prendre le pouls, leur ressenti, leurs craintes, leurs peurs. Ok. Déployer dans le reste de l'entreprise. Comment? Alors, préparer les managers à la communication avec leurs équipes, que les managers soient des relais, point d'étape valorisé, vérifier l'adhésion, répondre aux questions et gérer les émotions, s'appuyer sur les personnes leviers de ces 300
premiers managers pour travailler sur l'engagement et la vision, construire l'histoire du changement, donner du sens et tout ça, mais comme vous le dites, avec les relais des 300 premiers. Hein. Et de les prendre en compte la perception des équipes sur ce projet et tout ça. Alors, vous voyez là que, en fait, tout ça demande une organisation et des méthodes considérables. C'est-à-dire qu'il faut que ce projet il est impulsé, mais ensuite il faut qu'il soit mené, il faut qu'il soit piloté, qu'il y ait des relais dans l'organisation et que les gens qui ont eu le privilège de participer à la grand-messe, ils ont un rôle à jouer. C'est pas simplement une grand-messe, c'est pas simplement une récompense. C'est parce qu'on est parmi les gens qui sont remarqués comme étant importants dans l'organisation. Ça veut dire qu'on a des devoirs et qu'on a un rôle à jouer super important de relais et puis ensuite de conduite du changement. Et ça n'est pas simple. Vous apercevez que lorsqu'on fait une préparation et lorsqu'on fait un lancement, on n'est pas encore dans le changement. On n'est pas encore dans le changement et le changement demande à la fois tout ce que vous dites, c'est-à-dire la communication de telle sorte que les gens soient convaincus et qu'ils se sentent partie prenante. Parce que quand vous faites une grand-messe avec 300 managers, c'est formidable, hein, c'est un grand événement, mais vous avez encore 9700 personnes derrière. Est-ce que les gens se disent que, eux, est-ce qu'ils comptent? Est-ce qu'ils ont leur place? Est-ce qu'ils ont leur rôle? Quel est-il? Est-ce qu'ils font partie des préoccupations du haut management de l'entreprise? Ils peuvent se poser plein de questions par rapport à ça. Donc, et là, on a un autre élément, c'est-à-dire la vitesse avec laquelle il faut que l'action arrive. Parce qu'autrement, on a simplement un lancement dont on ne sait pas sur quoi il va déboucher. Surtout si vous êtes au mois de juin dans une entreprise et que vous êtes cette entreprise à dimension internationale, mais en fait qui est localisée en France, connaît les vacances et le rôle des vacances qu'il peut y avoir, et notamment le mois d'août, entre le 14 juillet et le 15 août en France, etc. Et l'étalement des vacances sur juillet et août, vous savez que vous n'allez pas pouvoir aller vite à ce moment-là. Donc ça veut dire qu'il faut reprendre très fort à la rentrée pour ça. Et en fait, là, après, c'est un caractère anecdotique, mais ce projet stratégique qui était parti sur des très, très, très bonnes bases, en fait, ce dont vous parlez, c'est-à-dire le déploiement, les méthodes de déploiement, et là, on ne peut pas rentrer là-dedans parce que c'est l'objet un objet primordial de la formation, mais comment on pilote un projet, comment on arrive à le mener, à le soutenir de manière avec continuité, avec constance, jusqu'à ce que véritablement on arrive à des réalisations concrètes et que le changement rentre dans les manières de faire de l'entreprise. Comment on dit aux gens qui sont importants et que s'ils ne sont pas dans les 300 premiers, comment on leur dit qu'ils ont un rôle primordial? Parce que vous savez que le changement, en fait, quand est-ce qu'il cale le changement? Il cale sur le management intermédiaire, invariablement. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans les premiers, mais c'est ceux qui mènent les équipes. C'est eux qui mènent les équipes. Et en fait, si vous ne mobilisez pas le management intermédiaire, vous savez qu'un projet de changement, vous n'allez pas le mener jusqu'au bout. Parce qu'il faut que ça arrive jusqu'aux gens qui sont en contact avec la clientèle, qui sont en contact avec toutes les opérations de l'entreprise. Et donc, dans cette entreprise, en fait, la phase suivante n'était pas prévue de manière formelle, avec rapidité, avec organisation et tout ça. Et évidemment, ils ont connu des difficultés extrêmement, extrêmement importantes. Donc, on met l'accent sur la mobilisation, on met l'accent sur la méthode, 2 points sur lesquels, évidemment, nous allons travailler beaucoup dans le programme que nous proposons au sein du consortium. Je pense que je vais m'arrêter là parce que j'aimerais bien que Philippe, les gens aient la possibilité de réagir à un deuxième cas. Alors, je vois qu'il est déjà 9h40, donc je pense que ça va être... il va falloir accélérer un petit peu. Brièvement, sur ce second cas, on est dans une société industrielle de 450 personnes dans le nord de la France.
Et c'est un projet d'amélioration de la satisfaction client. Et on est dans une culture d'entreprise où on communique pas beaucoup. On communique pas beaucoup, non seulement sur le changement, mais de manière générale. Il y a un fonctionnement en silo qui est très important. C'est arrivé dans un environnement où il n'y avait pas de réunion avec les chefs de service. Donc, il n'y avait pas du tout de transversalité, pas du tout de communication. Et donc, moi, j'ai dit au patron, parfait, on va lancer ce projet, on va le présenter aux équipes. Et donc, évidemment, on a créé une histoire du changement. Je pense que maintenant, je l'ai vu en commentaire, donc j'ai vu que certains avaient été sensibles à ce point-là. L'histoire du changement est indispensable. Le langage qui va être utilisé, les arguments doivent être définis avec le comité de direction ou avec les personnes qui sont impliquées fortement sur les projets. Et on a fait une présentation en présentiel et en distanciel. Ça se fait très, très, très bien. Honnêtement, ça se fait très bien. Et on peut gérer les émotions également en présentiel et en distanciel. Alors moi, j'utilise une appli. Je demande aux gens de se mettre sur leur téléphone et ils peuvent réagir et dire et communiquer à la fois leurs espoirs, parce que quand il y a des projets de changement, il y a quand même aussi des espoirs, et communiquer leurs craintes. Et elles sont légitimes. Je veux dire, on a dit tout à l'heure que les émotions ne se contrôlaient pas, elles sont là. Donc, il vaut mieux avoir une vision claire à l'instant T de ce qui se passe pour les équipes pour pouvoir réagir et les rassurer sur la manière dont est prévue la mise en place de ce changement. Et donc, au cours de ces réunions, on sait exactement où on en est. Et parfois, il peut y avoir des trous dans la raquette. Là, c'était le cas. Par exemple, sur le projet, il y a eu un point qui a été identifié par une équipe production qui a dit, mais attention, il y a un point de vigilance à tel endroit. Et ça a permis de le prendre en compte. Donc, la résistance, elle a du sens. La résistance a du sens. Elle peut permettre parfois de lever une difficulté qui n'a pas été vue par l'équipe projet. Et puis alors, la présentation des avancées, c'est en lien avec ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'importance de communiquer vraiment tout au long du projet. Ce n'est pas parce qu'on a correctement communiqué au début qu'il faut se dire, ça y est, c'est bon, il n'y a plus besoin de le faire. Au contraire, c'est vraiment essentiel de maintenir un certain niveau de communication pour que tout le monde ait toujours en tête l'importance de ce changement, et une communication qui doit être portée le plus possible par le décideur, donc le sponsor de ce changement, qui en général soit le patron, soit en tout cas un membre du comité de direction. Et alors, sur ce projet qui a duré 9 mois, on est passé en fait d'un délai moyen de livraison de 6 à 4 semaines et demie. Et alors, en fait, ils étaient eux-mêmes vraiment étonnés de l'impact que ça a eu. Donc, à la fois sur la satisfaction client, puisque la satisfaction client est passée de 65 à 84%, mais il y a eu aussi un impact sur les collaborateurs parce que, en fait, on a amélioré la transversalité. Et ça, la notion de transversalité versus silo, je pense que c'est un sujet qui doit vous parler, parce que dans beaucoup d'organisations, on a une tendance au silotage. Et ce silotage, il amène un renfermement sur soi. Et dès qu'on arrive à lever ces silos et à développer la transversalité, finalement, il y a un plaisir au travail qui est nettement plus important. Et je vois qu'il est 9h44. Mais donc, bon, on va rapidement oui. faire une conclusion. Oui, et parler mais si vous avez des réactions, mettez-les dans le truc. Bon, je vois que en fait, le nombre des gens présents augmente plutôt que diminuer. Donc, vous êtes là, vous êtes intéressés. Alors, vous le voyez bien, la mobilisation des équipes est quelque chose de très, très j'entends qu'il y a un important. problème de son. Est-ce que vous nous entendez bien? Je crois que... Oui, oui, oui. Bon, alors, évidemment, si on synthétise ce qu'on vient de dire rapidement, mais n'hésitez pas à faire des remarques dans le chat, on le lit en même temps. Bon, la mobilisation des hommes, c'est le point le plus important d'un projet de changement. Mais vous voyez que ce n'est pas seulement un problème humain, émotionnel, psychologique. C'est évidemment ça, cette dimension-là, mais c'est un problème de méthode de déploiement, de méthode de conduite.
méthode de pilotage du changement. Quelles sont les institutions qu'on va mettre en je veux dire, les comités qu'on va mettre en place, comment ils vont opérer, comment va se faire la prise de décision et la circulation de la prise de décision, comment va circuler l'information, comment à la fois descendante, horizontale et puis remontante, comment on va partager les enseignements parce qu'on ne va pas au même rythme dans une entreprise. Il y a peut-être un département qui est pilote et qui peut partager beaucoup les leçons de son expérimentation avec d'autres. Tout ça, c'est des éléments qui vont jouer un rôle super, super important. Évidemment, on ne le traite pas dans un webinaire de 45 minutes. Garder un élément, parce que, je veux dire, de ce que nous proposons, à la fois la dimension humaine et comment on prend en compte la qualité de la communication, la qualité de la prise en compte, montrer qu'on se soucie des gens et que les gens sont importants pour nous et qu'on est prêt à les écouter. Le deuxième élément, c'est un élément de méthode, comment on mène du changement, comment on pilote les projets, comment on les déploie et qu'est-ce qu'il faut pour ça. Avec le soutien évidemment du haut management, le sponsorship joue un rôle important, mais comment les gens sont partie prenante parce que la structure même des process qu'on met en place pour gérer le changement favorise la participation des gens. Alors, est-ce qu'il y a Alors, il faut clôturer, là, il est déjà 9h47, on est déjà en retard. Oui, non, mais toi, t'en fais pas des trucs. Tu vois que, en fait, le nombre a encore augmenté, donc c'est pas grave le temps. Et il y a comment les personnes ne réagissent pas forcément en réunion par peur du jugement, de mauvaise interprétation. Comment allez-vous gérer ça? Bon, ça c'est notre métier d'enseignant. Je pense que c'est de mettre les gens à l'aise parce que vous savez, et puis toute l'ingénierie de la formation et tout ça. Ici, le temps est contraint. Alors on est désolé si évidemment certains voulaient s'exprimer, n'ont pas pu le faire. Après, c'est en présence. Hein, là, c'est juste un petit apéritif, quoi, en quelque sorte, un appetizer. Mais c'est vrai, cela me semble tout aussi important à travailler dans un projet de transformation sensible. Vous avez absolument raison. Et souvent, vous savez, quand le projet est sensible, les rapports interpersonnels ou les rapports de face à face jouent un rôle super, super important. Donc, il ne faut pas l'oublier. La formation est en présentiel, elle sera en présentiel et en comodal, c'est-à-dire que à la fois en présentiel et puis le comodal, c'est-à-dire ce qui permet à des gens à distance de participer à la formation comme s'ils étaient dans la salle, mais à partir de leur ordinateur. On les voit comme s'ils étaient là et eux voient et entendent tout ce et participent exactement comme s'ils étaient dans la salle. Donc c'est à la fois présentiel et comodal, c'est comme ça que se passe la formation. Alors, au-delà de une communication vers les clients, bien sûr, vous avez raison. Hein, je pense que votre formulation n'appelle pas de commentaires, tellement elle est exacte. Hein. Quel est le lieu de la formation? Ça sera bien, avec les partenaires, c'est-à-dire essentiellement avec les écoles à Aix-en-Provence. Vous avez le directeur d'Aix-en-Provence là. Le webinaire précédent que l'on fait, on avait la directrice de Centrale Méditerranée. Donc, le lieu, ça sera Aix-en-Provence et Marseille. Donc, c'est les mêmes moyens de transport que vous utilisez. Et puis, autrement, il y a encore le comodal. Hein, si vous ne pouvez pas vous déplacer parce que ça vous prend trop de temps de vous déplacer, à ce moment-là, vous savez que vous pouvez participer exactement comme quelqu'un qui est dans la salle à distance par un système en fait de visioconférence, évidemment en direct. Hein, c'est que vous interagissez avec les autres comme si vous étiez là. Alors, la formation est certifiante. Si vous voulez en savoir plus sur le programme, la manière dont ça va se dérouler, rejoignez-nous mardi 17 décembre à 9h. Il y a une réunion d'information où on vous donnera un certain nombre d'éléments, tous les éléments pour que vous ayez une vision d'ensemble claire. Si vous voulez vous inscrire, vous avez dans le chat, au début du chat, le lien pour vous connecter et vous inscrire à cette réunion d'information de mardi prochain à 9h, qui va durer à peu près 45 minutes, à peu près comme aujourd'hui. Et puis, on a une prochaine conférence qui est prévue le jeudi 9 janvier
et qui sera là sur la thématique bien spécifique de la gestion des résistances. Et la première session de formation est le 4 février, démarre le 4 février 2025. Voilà, il est 9h50. Merci à tous pour votre participation ce matin. Très bonne fin de semaine. Et puis, pour ceux qui peuvent et qui sont intéressés, à mardi prochain. Mardi prochain, on vous dira tout sur le programme. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.